Moi, j'ai travaillé surtout sur les crimes commis par le régime de Bachar el-Assad. Je ne suis pas une spécialiste de Daesh, par exemple. Je préfère le dire tout de suite parce que c'est important de savoir d'où on parle et de ce qu'on est capable de raconter ou pas. Moi, j'ai vraiment tourné mon regard vers ces crimes commis par le régime syrien, notamment à partir de 2011 et de la Révolution. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, donc je vais vous parler des tortures, des disparitions forcées. Je vais vous reparler un peu des photos de César qui ont fini par aboutir dans un tribunal à Koblenz, en Allemagne, parce qu'aujourd'hui, dans toute l'Europe, il y a des procédures qui sont en cours, des procédures judiciaires, et c'est vraiment un espoir pour la Syrie, même si on peut se demander pas à quoi bon, mais c'est vrai que pour les victimes, c'est important de pouvoir nommer les bourreaux et de nommer les victimes, mais comment dire, la blessure, la destruction de l'être humain est quand même là, même s'il y a une justice. Donc aujourd'hui, on a le regard vraiment tourné vers l'Ukraine. La guerre est en Europe, elle est à nos portes. Moi, ça m'a mis très très en colère. On en parlait avec Lily. En colère pour les Ukrainiens. En colère parce qu'en fait, ça fait des années qu'on essaye d'alerter sur les crimes commis par Poutine en Syrie, puisqu'il est venu aider Bachar el-Assad à partir de 2015. Et en fait, on a eu le sentiment qu'on n'était pas forcément écouté, ou que ça comptait pas. Peut-être parce que c'était des Arabes et des musulmans, et que ça ne nous intéressait pas trop. Voilà, donc une colère et une grande tristesse de voir aujourd'hui les Ukrainiens victimes du régime de Poutine, et d'apprendre aussi que Bachar el-Assad était d'accord pour envoyer des mercenaires pour aider Poutine en Ukraine. C'est d'autant plus facile, ou d'autant plus facile pour Bachar el-Assad que l'économie du pays est ruinée en Syrie, que 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté, qu'il y a des jeunes qui n'ont connu que la guerre, puisque ça fait 10 ans que maintenant il y a eu le début de la Révolution. On est entre 300 et 500 000 morts, 7 millions de personnes déplacées dans le pays, et plus de 6 millions de personnes qui ont dû quitter leur pays, qui sont réfugiés, notamment en Europe, ce qui fait un Syrien sur 2 qui n'habite plus chez lui aujourd'hui. Aujourd'hui, Bachar el-Assad est soutenu par Poutine, par l'Iran également, et en fait, Bachar el-Assad ne tient plus grand-chose aujourd'hui dans son pays. S'il tient quelque chose, ce sont ses services de renseignement et c'est le système carcéral. Son armée est exsangue, il n'a plus d'argent, il est incapable de reconstruire son pays. Le régime Poutine n'a pas visiblement pas envie de mettre de l'argent pour l'instant pour la reconstruction, et les Européens sont évidemment très méfiants. Et donc, Assad tient essentiellement les services de renseignement et le système carcéral. Les services de renseignement et les systèmes carcérales, ils sont vraiment au cœur du régime assadien. La prison, la torture, les disparitions forcées, c'est l'essence de ce régime. La prison, elle a pour fonction de répandre la terreur et de montrer qui est le maître. Quand vous arrêtez des personnes, vous les faites disparaître ou que vous les libérez, vous fabriquez une peur collective au sein de la société. Et ces prisons, en fait, elles sont basées sur une multitude de centres de détention et de prisons. C'est-à-dire que vous êtes arrêté par les services de renseignement, ce sont des arrestations arbitraires à chaque fois, et ces services de renseignement ont des branches, et dans ces branches, vous avez des centres de détention. Et ces centres de détention, ils sont dans des immeubles au centre-ville de Damas, ils sont partout dans le pays, ils peuvent être dans un bureau, ils peuvent être dans un sous-sol, ces centres de détention ont des cellules qui, elles, n'existent pas en fait. On en reparlera plus tard quand je vous parlerai des disparitions forcées, mais en fait ce sont des endroits
Vous pouvez, au centre de Damas, vous marchez dans la rue du Cimé, en plein centre-ville, et vous savez, dans tel ou tel immeuble, au sous-sol, vous avez des cellules, et vous avez une branche des services de renseignement. Quand vous disparaissez dans ces centres, votre famille n'a pas de nouvelles de vous, puisque vous êtes arrêté d'une manière arbitraire. Le seul moyen pour avoir des informations, c'est de bakchicher, ou c'est de connaître quelqu'un, mais dans la plupart des cas, vous ne savez pas où votre proche a été arrêté, et il vit dans des cellules surpeuplées. Et vous réapparaissez en fait à un moment quand vous êtes envoyé dans une prison. Donc on a vraiment la différence entre centre de détention et prison. Et quand vous êtes envoyé dans une prison après un procès qui n'en a que le nom, enfin voilà, vous pouvez réapparaître et vous pouvez passer un coup de fil à votre famille qui du coup sait où vous êtes. Et vous avez des prisons civiles et des prisons militaires. Et dans ces prisons civiles ou militaires, il y a énormément de pendaisons. Ça a été documenté notamment par Amnesty International dans la prison militaire de Sednaïa au nord de Damas. La prison et la torture, elles existaient déjà sous le père Hafez al-Assad, mais en fait, la torture était utilisée pour obtenir des informations. On estime qu'entre 1980 et 2000, il y a eu 17 000 prisonniers politiques. Quand le fils prend le pouvoir en 2000 et quand la révolution éclate en 2011, il y a un déchaînement de violence mais inouï. En fait, il y a une peur panique du régime de perdre le pouvoir. Et ce déchaînement de violence contre les révolutionnaires et contre tous ceux qui pouvaient les aider, au départ, vous avez des tirs contre les manifestants, et puis vous avez des encerclements de quartiers, des chars. Après, il y a eu des missiles envoyés sur certains quartiers, des bombardements, des attaques à l'arme chimique. Il y a vraiment une graduation dans la répression contre les révolutionnaires et ensuite contre l'armée syrienne libre et ces révolutionnaires qui ont dû à un moment s'armer pour résister à cette répression sanglante. Et à côté de ça, vous avez les disparitions forcées. On estime qu'aujourd'hui, il y a au moins 87 000 Syriens qui ont disparu. Ce sont 87 000 Syriens dont on a le nom. Certains estiment qu'ils sont plus de 200 000, ce qui est énorme, puisqu'en Amérique latine, à la fin des années 80, on estime qu'il y a eu à peu près 35 000 disparitions. Donc, au moins 87 000, si ce n'est 100 000, 200 000, évidemment, parce que tout le monde ne déclare pas un proche disparu. C'est absolument énorme. Et parce qu'en fait, la prison, la torture, la mort, c'est devenu vraiment une industrie à partir de 2011. Il y a vraiment une sorte d'emballement du pouvoir avec cette violence. Et la prison n'a pas pour seul but de surveiller les gens, mais elle a aussi le but d'exterminer en fait les hommes, de les déshumaniser et de détruire les liens sociaux. Et ce qui se passe dans les prisons, en fait, on ne le voit pas. On a eu du mal à en parler, ça a pris du temps pour en parler, nous, en tant que journalistes, parce qu'évidemment, tout ce qui se passe au-dessus, les bombardements, les attaques à l'arme chimique, ça se voit, mais tout ce qu'il y a en dessous, il faut aller le chercher, ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas. Et pourtant, c'est la même politique d'extermination, d'envoyer quelqu'un en prison et de le torturer, c'est la même chose que de détruire une ville, en fait. Vous détruisez l'homme comme vous détruisez un quartier. Et c'est la même violence et c'est quelque part le même traumatisme. Et quand vous êtes arrêté, en fait, ce que je disais tout à l'heure, vous êtes envoyé dans un centre de détention, vous disparaissez. La disparition, c'est quelque chose qui est dans l'ADN du régime. Donc sous le père, Hafez al-Assad, il y avait déjà des disparus quand vous étiez arrêté. Votre famille ne savait pas où vous étiez. Et je me souviens du témoignage de Racha. Racha, qui est une avocate qui vit en France aujourd'hui. Et en fait, elle raconte qu'elle a 35 ans, je pense, aujourd'hui. Quand elle était petite, elle savait qu'il y avait des disparus. Elle entendait ce mot-là, Mourtafi, en arabe, disparu.
Mais c'était comme un murmure, en fait. Ça faisait partie de sa vie, mais c'était pas très clair. Et puis, en grandissant, elle s'est imaginée que les disparus, c'était un peuple qui vivait dans un sous-sol. Et elle les imaginait comme ça, jambes repliées, tête baissée. Elle a commencé un peu à comprendre qui ils étaient quand, adolescente, quand elle s'est dit, mais en fait, ces disparus, ce sont ces détenus, et certains reviennent dans le quartier. Mais elle sent que c'est un tabou, on n'en parle pas beaucoup, et elle s'est dit, à adolescente, qu'elle avait compris, quoi. Enfin, elle pensait avoir compris. Parce que le jour où son amoureux Fawzi a disparu, lui, en 2012, là, elle a compris ce que c'était. C'est-à-dire qu'en fait, quand votre proche disparaît, en fait, c'est comme un vertige, c'est comme un précipice qui s'ouvre devant vous. Et Racha, quand elle raconte, elle n'a pas de mots en fait pour raconter la disparition de Fawzi, qui était un résistant qui aidait des gens assiégés dans un quartier à Damas. Et en fait, c'est une peur, c'est une peur indescriptible, parce que elle dit que, voilà, que son corps s'est glacé et c'est comme si elle avait arrêté de vivre. Parce que, en fait, la disparition forcée, elle n'existe pas. Puisque vous ne savez pas où est votre proche. Il n'y a pas de lieu, vous ne savez pas où aller le voir. Donc, en fait, les disparus, ils sont ni morts, ni vivants. Et la disparition elle-même, c'est quelque chose qui n'existe pas. Vous n'avez rien pour vous accrocher à quelque chose. Et c'est ça qui est extrêmement violent avec ces disparitions forcées. Et la volonté, en fait, de faire disparaître, c'est de briser les liens sociaux, c'est de tuer le politique. Racha, elle a mis 6 mois pour retrouver Fawzi, parce que Fawzi a passé 6 mois dans un centre de détention, et au bout de 6 mois, il a réapparu dans la prison d'Adra. Il est arrivé à Adra, il a pu lui passer un coup de fil. Et là, il a passé 4 ans, entre la prison d'Adra et la prison de Souaïda dans le sud. Et quand elle est allée le voir à Adra, en fait, elle ne l'a pas reconnu. Elle ne l'a pas reconnu, il venait d'avoir eu des violences physiques sur lui, il était en train de devenir aveugle. Et en fait, quand elle l'a vu derrière un grillage, elle lui a dit, mais raconte-moi quelque chose de nous deux, quoi. Dis-moi quelque chose de nous deux pour que je sois sûre que c'est toi, quoi. C'est-à-dire qu'il était tellement abîmé par la détention pendant 6 mois qu'elle n'arrivait pas à croire que c'était lui, quoi. Mais elle s'est dit, je vais le faire sortir. Je vais le faire sortir et on va reprendre notre vie. Sauf qu'elle ne savait pas que c'était impossible de reprendre leur vie. Et que quand Fawzi est sorti, ils ne pouvaient pas reprendre leur vie. Parce que c'est impossible, en fait, de reprendre votre vie après un moment pareil. Parce que la torture et la prison sont là pour déchirer les hommes et pour détruire les hommes. Parce que contrairement à ce qu'on croit, la torture n'est pas là pour vous faire parler. Elle est là pour vous faire taire. Et on le sait d'ailleurs, la plupart des aveux qui sont extorqués sous la torture, ce sont des faux aveux. D'ailleurs, les bourreaux le savent. Mais la torture, c'est la torture physique. Le but, c'est de détruire l'être humain, c'est de l'annihiler et c'est de lui enlever toute sa dignité humaine et toute sa singularité. Parce qu'en fait, quand on vous frappe, vous perdez totalement confiance dans le monde puisque personne n'est là pour vous sauver. Votre enveloppe corporelle n'est plus là pour vous protéger et c'est comme un viol, en fait, une torture physique. Souvent, on nous parle du viol des femmes, on nous parle du viol des hommes aussi, mais moi je vois la torture aussi comme un viol, en fait, puisqu'on brise votre intimité. Évidemment, ce n'est pas sexuel, mais on vous détruit littéralement. C'est comme si une partie de votre vie s'était éteinte et elle ne se rallumera jamais. Vous ne pourrez jamais récupérer ce qu'on vous a enlevé. Ça, c'est pour la torture physique. Mais la survie aussi dans les centres de détention sont aussi une torture. Parce que ces cellules sont surpeuplées, parce qu'il n'y a pas de lumière, parce que si vous avez une maladie, vous n'êtes pas soigné, il n'y a pas d'air, vous n'avez plus de nom, vous avez un numéro, donc vous perdez la notion du temps, de l'espace, et c'est comme si vous vous perdez vous-même, en fait, c'est comme si vous disparaissiez, en fait.
à tel point qu'il y a certains détenus qui déconnectent, qui sont déconnectés, qui se mettent à marcher comme s'ils devenaient fous en fait, comme s'ils se mettent à marcher sur les autres, qui tiennent des propos incompréhensibles, ils perdent la raison. Et c'est comme si en fait il y avait un troisième temps entre la vie et la mort. Ce temps où pour moi, je ne sais pas où ils sont en fait. Oui, ils sont dans un centre de détention, mais dans leur tête, après avoir recueilli beaucoup de témoignages, et de continuer de recueil de témoignages sur des survivants, ouais, j'ai l'impression qu'ils sont dans un troisième temps entre la vie et la mort. Et il y a une sorte de rupture, en fait, de déchirure physique et morale. Parce qu'en fait, la torture, elle a un caractère indélébile. Vous pouvez avoir des traces physiques de la torture, mais vous pouvez avoir aucune trace physique de la torture. Mais vous serez en fait détruit quand même. Et c'est comme si les survivants de la torture ne représentaient plus une unité. C'est comme s'ils étaient fragmentés en fait. Et c'est comme si ils n'étaient plus verticaux, mais horizontaux. Comme s'il y avait un avant, la torture ou le centre de détention, un pendant et un après. C'est-à-dire qu'il n'y a plus... c'est comme s'il n'y avait plus une vie linéaire en fait. Et c'est comme s'ils avaient plusieurs mémoires en fait, celle d'avant et celle d'après. Et c'est ce que raconte Mazen El-Hamada. Mazen El-Hamada, il a été détenu 1 an et demi, notamment par les services de renseignement de l'armée de l'air, à l'aéroport militaire de Damas. Et sans arrêt, Mazen, quand il parle de son expérience, il dit « mais j'ai la tête scindée en deux ». Et il fait ça en fait. J'ai la tête scindée en deux et j'arrive pas à coller. J'arrive pas à coller mes deux morceaux. Il me dit j'ai un vide entre les deux et je n'arrive pas. Alors il me dit quand j'ai trop mal à la tête, je mets un turban sur ma tête. C'est comme s'il avait besoin de recoller les morceaux quoi. Et il a passé son temps à dire ils ont détruit notre mémoire, ils ont détruit notre mémoire. Et cette question de la mémoire, c'est une question essentielle pour le régime syrien. Parce qu'en fait, le but du régime syrien aussi, c'est de détruire la mémoire d'une partie de la population, de cette partie de la population qui ne lui fait pas allégeance. Il veut contrôler la mémoire des Syriens. Parce qu'en fait, contrôler la mémoire des autres, c'est aussi contrôler leur histoire. Et si vous restez maître de votre mémoire, vous restez maître de votre propre histoire et vous restez maître de vous-même. Et on sait que l'histoire est toujours écrite par les puissants, par les vainqueurs. Et dès le départ, les Syriens ont voulu documenter cette révolution, ont voulu documenter cette répression pour rester maîtres de leur mémoire. On se souvient du massacre de Hama en février 82, au centre du pays, parce que c'était une mesure punitive, une punition collective contre les frères musulmans qui avaient, j'ai un trou là, commis un attentat, je crois, contre le régime. Et en fait, ils ont voulu faire cette punition collective. Ils ont tué entre 25 000 et 40 000 Syriens à Hama en février 82. On n'a pratiquement aucune image. Et très peu de témoignages, parce qu'en fait, ils ont détruit la ville. Et quand la révolution a démarré en 2011, les Syriens ont dit, on documente. On ne va pas faire ce qui s'est passé à Hama, où on n'aura rien, en fait. Et très vite, les Syriens ont documenté la répression avec des vidéos, avec des textes, avec des photos. Il y a eu un immense mouvement de collecte de preuves, qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui en Ukraine. Et c'est une collecte de preuves absolument incroyable en période de guerre, qui n'avait jamais existé avant. Et la Syrie est aujourd'hui le pays le plus documenté, en tout cas les preuves, les crimes commis en Syrie sont les crimes les plus documentés de toute notre histoire, puisque ça s'est fait presque en temps réel, avec vraiment une masse, il y a presque trop de preuves, en fait, presque trop de documents. Et pour ceux qui mènent des procès, pour les avocats, le problème, c'est pas d'avoir de la documentation, c'est de faire le tri dans la documentation, tellement il y a de preuves. Et donc le régime syrien, il a voulu enterrer la mémoire individuelle, la mémoire collective de cette partie de la population qui ne le faisait pas
allégeance. Et quand vous détruisez une partie de la mémoire dans les familles, quand vous arrêtez les gens aussi, en fait, vous détruisez les familles. Vous essayez de détruire les liens entre les liens parmi les membres de la famille. Et c'est vraiment le but aussi de la torture et des disparitions forcées. Quand vous avez un proche qui a disparu, Racha, elle, le temps de retrouver son amoureux Fauzi, pendant 6 mois, elle n'a vécu que pour ça. C'est la recherche pour retrouver votre proche. Si jamais vous réussissez à mettre la main dessus parce qu'il n'a pas été tué et qu'il a été transféré dans une prison, ben, c'est des repas à lui préparer, c'est faire je ne sais quelle démarche pour essayer de pouvoir lui rendre visite, c'est de l'argent à lui trouver pour qu'il puisse manger à sa faim. Et c'est ça aussi, ces tortures et ces disparitions forcées. Et l'autre force aussi des tortures, c'est quelque part le vide qu'elles engendrent. Et on n'y pense pas beaucoup non plus. Les tortures, en fait, elles laissent des vides et des absences. Elles laissent des absences de mots parmi les survivants, qui ne trouvent pas forcément les mots pour raconter. Et si je raconte tout, on ne va pas me croire. Mais si je ne raconte pas tout, je ne dis pas la vérité. Donc jusqu'où je vais, quels mots j'emprunte. Moi, je pense que les mots ne disent pas tout. Enfin, j'ai vraiment cette conviction qu'on n'a pas le même langage. Je pense que ce qu'on m'a raconté, je ne suis pas sûre de l'avoir forcément bien compris. Parce qu'ils ont beau employer des mots, moi je pense que je ne mets pas la même chose derrière les mêmes mots. Il y a l'absence aussi des corps, de ceux qui n'ont pas été, de ceux qui sont morts en centre de détention et qui n'ont pas été, dont les corps n'ont pas été remis aux familles. Et on sait qu'il y a des milliers de détenus qui sont morts dans ces centres de détention, et on le sait grâce à César. Donc César, qui était un photographe de la police militaire, et avant la Révolution, il était chargé de prendre en photo les soldats morts en opération, ou lors d'un suicide, ou lors d'un incendie. Enfin, je crois d'ailleurs dans toutes les armées du monde, enfin, on documente la mort des soldats, que ce soit sur un champ de bataille ou pas, ou en exercice, ou je ne sais quoi. Et en fait, à partir de mars 2011, avec son équipe, on leur a demandé de photographier d'abord les manifestants tués dans les manifestations. Et au fur et à mesure, il s'est aperçu qu'on leur demandait de photographier les détenus morts en centre de détention. Et ils étaient chargés de prendre 3 à 4 photos, un plan large, un plan de la tête, un plan de la tête au buste, et parfois une photo avec un signe distinctif sur le corps, que ce soit un tatouage, un doigt qui manque, ou quelque chose qui puisse permettre de distinguer la personne. Mais les gens qu'ils photographient ne portent que des numéros. Ils n'ont pas de nom, ce ne sont que des numéros. Beaucoup ont des traces de torture, des hématomes. Ils sont nus la plupart du temps, ou juste en sous-vêtements. Il n'y a que des hommes, en tout cas pour les photos qu'il a faites lui, qu'il a dû faire lui. Et beaucoup avaient perdu énormément de poids, certains avaient des yeux énucléés, et parfois la peau brûlée. Et en fait, quand il se rend compte qu'il doit faire ça, il en parle à son meilleur ami, Sami. Ils vivent dans le même quartier à Damas. Et Sami, lui, était un activiste. Il lui dit, il faut que tu restes, il faut que tu copies ces photos parce que ce sont des preuves de crimes du régime. Et ça va nous permettre aussi de prévenir les familles qui cherchent leurs proches, de pouvoir leur montrer que leur proche est mort et qu'elles arrêtent de chercher. Et en fait, pendant 1 an et demi, César va copier ces photos. Et au bout d'un moment, quand il va se sentir menacé, ou en tout cas il a peur d'être démasqué par le régime, il va être exfiltré de Syrie. Et quand il sort de Syrie à l'été 2013, il a avec lui 26 700 photos de 6 700 détenus, ce qui est un chiffre hallucinant. En fait, il sort avec un... Enfin, c'est pas lui qui sort, c'est des gens de l'opposition sortent le disque dur de manière séparée. Lui sort, Sami sort d'un côté, et le disque dur est sorti d'un troisième côté. Il y a 53 000 photos dans le disque dur, parce qu'il y a aussi les photos
des soldats qu'ils étaient chargés de prendre en photo aussi, parce qu'ils continuaient leur routine comme avant la Révolution, plus ces 28 700 photos de détenus. Le but, c'était d'apporter ça un jour à la justice et de rendre justice et de prévenir les familles. De prévenir les familles que leurs proches avaient été tués. Aujourd'hui, ces photos ont été mises sur un site internet qui est dirigé par une association basée à Istanbul. Ils ont juste mis les visages, pas le corps en entier pour des questions de dignité, mais vous avez ces 6700 personnes dont on a le visage sur un site web. Et les familles appellent en disant je pense avoir reconnu mon frère, je pense avoir reconnu mon fils, mon père. Et ils donnent quelques informations. Et si l'association pense que ça peut correspondre, ils leur envoient le jeu de photos, les 3 ou 4 photos, pour que la famille puisse être sûre que c'est bien leur proche qui est là, sur cette photo. Aujourd'hui, 1500 familles ont reconnu leurs proches de manière officielle. Il y en a peut-être plus, parce qu'en Syrie ou partout en Europe, les gens scrutent ce site internet et regardent. Et regardent les photos une à une pour essayer de retrouver leurs proches. Et ces familles, pour elles, c'est un soulagement. Un soulagement d'abord parce qu'elles savent que leur proche est mort. Elles savent qu'elles ne sont plus dans l'ignorance. Parce que de ne pas savoir depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, c'est une torture. Elles se disent aussi que leurs proches ne souffrent plus. Ça aussi, c'est important. Et c'est un soulagement aussi parce qu'elles ont pu le reconnaître. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui ne peuvent pas reconnaître leurs proches parce qu'ils sont très très abîmés. Donc, pour tout ça, c'est un soulagement. Et en même temps, elles n'ont pas de corps et elles n'ont pas de tombe. Et ça, c'est une autre torture. Mais en fait, il y a une force dans cette population, auprès de certains Syriens qui ont une résilience modèle, j'ai envie de dire. C'est par exemple Firas qui est réfugié en Allemagne depuis quelques années, et son frère Oussama avait disparu. Et il l'a cherché pendant des années. Et puis il est allé voir ce site internet, lui aussi, et il a scrollé toutes les photos une à une. Et il a reconnu son frère Oussama. Et quand on lui demande, mais est-ce que tu peux me parler un peu d'Oussama, qu'est-ce qu'il aimait avant, qu'est-ce qu'il aimait dans la vie, quoi. Et il dit, en fait, mon frère aimait beaucoup les amis. Il aimait beaucoup les amis, il avait beaucoup d'amis, et aujourd'hui je suis content parce qu'en fait, il n'est pas enterré tout seul. Il est dans une fosse commune avec 4000 personnes au moins. Et ça, c'est à la fois tragique, et en même temps, c'est une force, et c'est une force combative. Ça veut dire que le régime qui veut détruire les liens sociaux, en fait, Firas dit, sans en avoir conscience d'ailleurs, en fait, Firas, qu'est-ce qu'il nous dit? Mon frère Oussama, les liens sociaux existent encore, les liens dans la fosse commune. Et voilà, je trouve ça assez, je sais pas, j'ai pas forcément de mots, mais assez remarquable. Voilà. Donc on parlait de ces vides engendrés par la torture et la prison, les vides avec l'absence de mots, avec l'absence de corps, mais aussi avec l'exil en fait. Parce que certains détenus, quand ils sont libérés, ils partent en fait parce qu'ils ne reconnaissent plus leur pays, ce pays quelque part n'est plus le leur, où vous avez des familles qui les obligent à partir. Parce que quelqu'un qui a fait 1 an, 2 ans, 3 ans de prison, il devient dangereux aussi pour la famille. Il devient dangereux pour lui-même parce qu'on a peur qu'il soit à nouveau arrêté, ou il devient dangereux pour la famille. Donc les familles forcent beaucoup de leurs proches à partir. C'est pour ça que je pense, pour moi, la Syrie est devenue un pays d'absents en fait. Mais l'exil, pour beaucoup, c'est aussi une souffrance.
c'est très compliqué de s'exiler. Il faut réapprendre à vivre dans un pays dont vous ne connaissez pas la langue. Et puis vous avez cette contradiction entre le besoin d'oublier et la nécessité de se souvenir. Vous êtes vraiment entre les deux, avec aussi un sentiment de culpabilité d'avoir laissé votre pays ou d'avoir laissé votre famille. Et ça, c'était vraiment ce que ressentait Mazen El Hamada, donc, qui est arrivé en Hollande en 2014, si mes souvenirs sont bons. Et lui, quand il est sorti de prison, au bout d'1 an et demi, il n'a pas reconnu son pays. Son pays était extrêmement détruit. Donc il a été arrêté en mars 2012, donc 1 an et demi, mars 2012, ouais, fin 2013. Il sort de prison, il ne reconnaît pas son pays qui a commencé à être très très détruit. Et il prend la mer, il passe par la Grèce et il remonte toute l'Europe et il va s'installer aux Pays-Bas où vit sa sœur depuis avant la Révolution. Mais en fait, il ne pouvait pas vivre sans témoigner. Il a beaucoup témoigné en Europe, aux États-Unis, en Malaisie. Mais plus il témoignait et plus il était détruit par ses témoignages. En fait, il a commencé à devenir presque fou parce que je pense que quelque part il n'avait pas quitté la prison et il n'arrivait pas à scinder ces deux parties en fait comme il avait expliqué. Et il disait tout le temps qu'il allait revenir en Syrie. Et on lui disait non mais c'est pas possible, tu peux pas repartir en Syrie. Et donc il voulait revenir du côté de l'opposition évidemment, puisque vous avez encore une petite partie de la Syrie qui est tenue par l'opposition. Mais les 3/4 de la Syrie aujourd'hui sont tenus par le régime. Et en fait, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais en février 2020, donc il y a 2 ans, des gens proches du régime en Allemagne, il avait été voir quelqu'un de sa famille en Allemagne, et en fait, quelqu'un du régime l'a convaincu de retourner à Damas en lui disant bah, écoute, si tu reviens à Damas, peut-être que tu pourras faire libérer une partie de ta famille ou faire libérer une partie de ta vie. Il était originaire de Deir ez-Zor. Et il l'a cru. Et il l'a cru, il est retourné à Damas sans prévenir personne. Une semaine avant qu'il revienne à Damas, plus personne n'avait de nouvelles de lui. Et en fait, il a appelé quelqu'un de sa famille en arrivant à Damas. Et là, il s'est rendu compte qu'il avait fait une énorme erreur. Mais c'était trop tard. Et en fait, février 2020, il a à nouveau disparu. On sait qu'il a été arrêté, qu'il a été arrêté par les services de renseignement de l'armée de l'air. Donc on sait qu'en février 2020, il était dans un centre de détention déjà oublié, donc des services de renseignement de l'armée de l'air. Mais depuis 2 ans, on n'a plus aucune nouvelle. Et ça, c'est vraiment... c'est le cas extrême, quoi. Mais vous êtes... Enfin, on ne se rend pas compte, en fait, de ce que peut faire la prison, de ce que peut faire la torture, de ce que peut faire le fait de ne pas trouver votre place, de ne plus faire partie de ce monde. Et je pense qu'il y a vraiment un basculement qui fait que vous ne trouvez plus votre place, quoi. Et Mazen, pourtant, avait été suivi par un Tsini, il a essayé d'apprendre le hollandais, mais il disait, je ne peux pas apprendre le hollandais. Mais il n'était pas capable d'apprendre le hollandais, il n'était pas capable d'avoir un travail. Il était vraiment trop abîmé, et à force de témoigner et de voir que ça ne bougeait pas, ça l'a rendu effectivement, oui, je pense, fou, quoi, parce qu'il devenait même violent verbalement. Ça devenait très très dur de parler avec lui. Et comme Mazen, il y a une sorte de... Ces familles sont fragmentées. Une partie de la famille de Mazen est en Hollande, en Allemagne, en Syrie. Les familles elles-mêmes, elles sont fragmentées, elles font plus un, en fait. Il n'y a plus d'unicité, quoi. Et peut-être une des façons de refaire ce un ou cette unicité, c'est à travers la justice. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas, Bachar el-Assad est au pouvoir, à moins que les Russes le lâchent, pour l'instant il va y rester, il est soutenu par les Iraniens, par les Russes. Donc une des façons peut-être de pouvoir combattre ce régime et d'aider les victimes à se... Je ne sais même pas si reconstruire est le mot, en fait, en tout cas à construire quelque chose de nouveau, parce que je pense qu'on ne se reconstruit jamais, c'est de nommer les victimes, et c'est de nommer les bourreaux. Et c'est de remettre l'humain au centre de tout ça, puisque le but du régime, c'est de détruire l'humain, c'est de détruire l'intimité.
Mais quelle justice? Ça fait des années que les Syriens cherchent la justice. Et en fait, la justice internationale, elle est totalement paralysée. Et on l'a vu avec les clichés de César. Quand César sort ses photos à l'été 2013, elles sont montrées au public en janvier 2014, d'abord à Paris, dans une réunion informelle avec les amis de la Syrie, et ensuite à Genève, quand il y a des négociations de paix, qui n'aboutiront pas évidemment. En mai 2014, la France essaye de saisir la Cour pénale internationale, essaye de faire voter une résolution au Conseil de sécurité. Parce que comme la Syrie n'a pas signé le traité de Rome, qui constitue cette Cour pénale internationale, le seul moyen de pouvoir saisir cette Cour pénale internationale, c'est une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais au sein de ce Conseil de sécurité de l'ONU, vous avez la Chine et vous avez la Russie. Donc évidemment, à chaque fois qu'on a voulu saisir, c'est impossible. La Russie émet un veto. En septembre 2015, la France a ouvert une enquête préliminaire sur le dossier César, en se disant qu'ils allaient peut-être trouver un Français parmi les photos et qu'ils pourraient peut-être engager une procédure judiciaire. Les photos de César ont été exposées dans des expositions au Congrès américain, au Parlement européen, à Westminster en 2018. Mais il y a une sorte il y a eu pendant des années une sorte de silence assourdissant de la communauté internationale. Et c'est comme si ces photos étaient invisibles, en fait. Comme si on n'arrivait pas à les voir. Parce qu'elles sont en couleur, parce qu'elles sont de notre temps, et qu'elles sont si terribles qu'on a une sorte de rejet, en fait. On ne peut pas, une sorte de sidération qui fait qu'on les repousse. On ne veut. On n'arrive pas à les voir. C'est comme si ces photos aussi étaient hors du temps, en fait. Comme ce troisième temps entre la vie et la mort des détenus, comme si ces photos avaient basculé dans un autre monde. Et pendant des années, même récemment, Samy et César étaient avec leurs photos, sont allés à Westminster, sont allés au Parlement européen, ont témoigné de ces photos-là, enfin en 2018, il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça ne bouge pas, ça ne bougeait pas. Donc en fait, les Syriens ont compris que le seul moyen de pouvoir avoir la justice, c'était de se tourner vers les juridictions nationales. Et c'est là où le dossier César a pu en fait être exposé, ou pas exposé de manière physique, mais a pu atterrir à Koblenz, donc en Allemagne, quand il y a eu le premier procès contre un ex-colonel des services de renseignement, notamment de la branche 251, de la branche El-Ratib. El-Ratib, c'est un quartier de Damas. Et ce procès a été ouvert en avril 2020 parce que l'Allemagne, en fait, dispose de ce qu'on appelle la compétence universelle. La compétence universelle, 147 pays dans le monde disposent de cette compétence-là. En Europe, vous avez l'Allemagne, vous avez la Suède, vous avez la Norvège. Et cette compétence universelle permet de juger quelqu'un qui n'est pas de votre pays, pour un crime qu'il n'a pas commis dans votre pays, contre une victime qui n'est pas de votre pays. Donc ça, c'est vraiment ce qui vous permet, ce qui a permis donc à l'Allemagne d'arrêter le colonel Anwar Aslan en février 2019 et de le juger à partir d'avril 2020. Il était jugé pour 4004 tortures, 58 meurtres et quelques cas de violence sexuelle. Donc c'était un ex-colonel des services de renseignement et il a été jugé au départ avec Eyad El-Harib, qui était quelqu'un, un sous-fifre en fait. Leur procès a démarré en même temps. Eyad El-Harib a été jugé en novembre, je crois, 2021. J'ai un trou, je crois qu'il a été condamné à 3 ans et demi de prison parce Eyad El-Harib, c'était un sous-fifre. Il a été condamné pour des arrestations. Il n'a pas participé à des tortures, si mes souvenirs sont bons, c'est vraiment c'est un sous-fifre. En revanche, leur procès était 10 juin et le procès d'Anwar Aslan a continué jusqu'en janvier 2022,
de cette année. Et les photos de César ont été présentées lors de ce procès à Koblenz, et elles sont devenues une pièce maîtresse en fait, parce que ces photos en fait, elles permettent de comprendre ce qui se passait dans les centres de détention. Pendant ce procès, vous avez eu différents types de preuves. Vous avez des témoignages, puisqu'il y avait des victimes de la torture dans la branche 251, donc dont le service investigation a été dirigé par Anwar Raslan, l'accusé. Vous avez donc eu des témoignages, vous avez eu des documents écrits, puisque, comme je disais, les Syriens ont collecté énormément de documents, ont fait des vidéos, et des documents ont été collectés et rassemblés par le CIJA, qui est une Commission for International Justice and Accountability, qui est dirigée par un Canadien, un ancien procureur, Bill Wiley. Ils ont l'équivalent de 800 000 pages de documents tirés du régime. Ils ont réussi à faire collecter ces pages par des Syriens en Syrie pendant la guerre. Donc vous avez des documents du régime, vous avez des témoignages, et vous avez les photos de César. Et avec ces photos, les Allemands ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont décidé de lancer des analyses légistes des 28 000 photos. Et ça a duré des mois et des mois. Un médecin légiste, Dr Rothschild, a analysé ces photos une par une. Et le but était de comprendre de quoi ces gens étaient morts. Pour chaque photo, donc ils ont fait une analyse pour chaque photo, ensuite ils ont fait une analyse pour chaque branche, ensuite ils ont fait une analyse par les périodes d'arrestation. Le but c'était d'essayer de comprendre, d'avoir une analyse chiffrée en fait, et de comprendre ce qui est arrivé à ces gens-là. Et les chiffres un peu importants de leur analyse, enfin, on se rend compte qu'ils ont sorti 4,5% de ces gens ont moins de 18 ans. La majorité ont entre 20 et 30 ans, ou 30 et 45 ans. Les 2 tiers de ces gens étaient nus, ou simplement en dessous. 35% montrent des signes de famine. Et ils s'aperçoivent qu'en fait, que dans 86% des cas, ils sont incapables de savoir de quoi ces gens sont morts. En fait, ce qui prouve que c'est pas une torture, c'est pas un coup qui les a tués. Et c'est ça qui est encore plus dur, parce que quand on pense à la torture, et moi la première, on se dit, bon ben on torture, puis on torture à mort et on tue la personne. Non, c'est pas ça en fait ce qui s'est passé. C'est qu'on torture, on fait mal physiquement, mais après la personne est envoyée dans la cellule. Et c'est là où en fait la personne meurt de faim, de blessures mal soignées, de manque de lumière. Et c'est évidemment de la torture, mais c'est pas un coup en fait. Donc c'est une mort lente, terrible, et de savoir grâce à ce médecin légiste que dans 86% des cas, il n'a pas pu. Alors évidemment, il n'a travaillé que sur des photos, mais il n'a pas pu déterminer la cause de la mort. Et ça, c'est quelque chose de... ces analyses sont extrêmement importantes. Et le procureur allemand a expliqué qu'ils ont fait faire ces analyses. Ça a duré, je crois, presque 2 ans, parce qu'en fait, le médecin légiste pensait les terminer beaucoup plus rapidement. Mais en fait, il a avoué qu'il pouvait travailler 2 heures sur les photos chaque jour, puis après, il fallait qu'il s'arrête, parce que c'était trop dur, parce que ça n'avait pas de sens, en fait. Enfin, ces blessures n'avaient pas de sens, ces morts n'avaient pas de sens. Mais ces analyses sont extrêmement importantes pour comprendre le fonctionnement du système, de cette machine de mort. Ces analyses vont pouvoir être données en fait aux autres parquets européens, à tous ceux qui demanderont en fait de pouvoir bénéficier de ces analyses et de ces photos. Et c'est vrai que la séance de projection de ces photos et la séance pendant laquelle le professeur Rothschild a témoigné a été extrêmement dure, même pour les avocats. Enfin, c'était quelque chose de très très dur. Et en même temps, ce qui est dur quand on voit ces photos, c'est quand on les voit, quand on commence à les regarder, on voit le sang, on voit les blessures, on voit... C'est vrai qu'on a envie de
de les éloigner, quoi. Et moi, je trouve que c'est... bon, j'exagère un peu, mais parfois, j'ai le sentiment que c'est comme une deuxième mort, en fait. Et que quand nous, on doit travailler sur ces photos, et j'ai pas voulu vous montrer ce soir, parce qu'elles sont... Vous pouvez les voir facilement si vous avez envie, sur Internet. C'est qu'en fait, je pense, quand on y arrive, il faut s'arrêter sur ces photos, en fait. Il faut s'arrêter sur ces photos et il faut essayer de penser à la personne qui est sur cette photo. Parce que quelque part, c'est lui rendre sa dignité. Et que moi, je me souviens qu'à un moment, pour un film, là, il fallait que je retravaille sur ces photos et que je regarde à nouveau ces photos. Et il y avait un monsieur, j'arrivais pas et je scrollais, je passais parce qu'en fait, il avait une peau tellement abîmée que j'arrivais pas en fait à regarder. Et après, je m'en suis beaucoup voulu et je me suis dit, mais c'est dingue. Cet homme-là, il a droit à ton regard aussi. Et il a droit à de la douceur et il a droit à de la bienveillance, quoi. Et je m'en suis beaucoup voulu et peut-être qu'un jour, j'arriverai à retourner le voir, quoi. Mais je pense que c'est important, quand on voit ces photos, de dépasser notre propre horreur et d'essayer d'imaginer ces gens toute vie, ces gens... voilà, et peut-être que ces gens-là n'ont pas été reconnus en plus par leur famille, parce que 1500 familles ont reconnu parmi les 6700 personnes. Donc ça fait qu'il en reste encore beaucoup qui n'ont pas été reconnus par leur famille, quoi. Et dans ce procès aussi à Koblenz, il y a eu un témoignage extrêmement important d'un fossoyeur qui est allé raconter comment il a enterré les cadavres. Et ça, c'était un témoignage que personne n'avait eu avant et qui est extrêmement important. Et il a commencé à travailler à partir de mars 2011. C'est un fossoyeur, mais là, on l'a fait travailler pour le régime. Au début, il ne savait pas que les corps étaient ceux de détenus. Et puis, au fur et à mesure, il a compris, quoi. Et il l'a raconté. C'était un témoignage très dur aussi. Et il a pu localiser les fosses communes, voilà, expliquer qu'il y avait un cimetière à 50 km de Damas où ils creusent des fosses communes qui font entre 50 et 100 mètres. Il y a plusieurs niveaux de cadavres et c'était extrêmement important d'avoir ce témoignage-là parce que du coup, on se retrouve avec ce procès de Koblenz. On a tout en fait, du début à la fin. Ce procès de Koblenz, qui s'est terminé donc en janvier 2022, Anouar Aslan a été condamné à la prison à perpétuité. C'est vraiment le procès des services de renseignement, du fonctionnement de ces centres de détention qui sont dirigés par les services de renseignement. Et vous avez tout. Vous avez du début, c'est-à-dire du début avec les arrestations des gens, la vie dans les cellules, la torture, les photos de César et l'enterrement. Donc vous comprenez vraiment comment ça fonctionne, quoi. Donc c'est extrêmement important. Et ce procès, maintenant, il y en a un autre en Allemagne qui a démarré à Francfort en janvier aussi, quelques jours avant le verdict contre Anouar Aslan, qui est un procès à Francfort contre un médecin, Ala Moussa. Lui, il a été arrêté en Allemagne aussi. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, dans la vague de réfugiés, l'Allemagne a accueilli à peu près 800 000 réfugiés syriens. Nous, je ne sais pas combien on en est, 15 000, 20 000, enfin, c'est un peu une limite en France. Mais parmi ces réfugiés, vous avez des criminels, en fait, qui ont quitté à un moment la Syrie en se disant que la Syrie a été détruite, que la vie là-bas était impossible. C'était le cas d'Ala Moussa, qui, lui, en fait, a été reconnu par quelqu'un en Allemagne. Et il est jugé, là, il est jugé en ce moment, il est jugé pour des tortures contre des manifestants, ou des gens qu'on a arrêtés. Parce qu'en fait, et c'est là où ce procès est extrêmement important, ce procès permet de comprendre le rôle des médecins. Le rôle des médecins dans la violence de l'État. Dès le début de la Révolution, en fait, les médecins qui aidaient les manifestants étaient considérés comme des traîtres. Puisque les manifestants étaient des terroristes, puisque c'était la rhétorique du régime. Donc si vous aidez un manifestant, vous aidez un terroriste, donc vous êtes un terroriste. Et on sait que les manifestants qui étaient blessés, quand ils allaient à l'hôpital, ben, ils pouvaient se retrouver amputés ou ils pouvaient mourir.
Et en fait, comment ça se faisait? C'est que le corps médical en Syrie a été utilisé par le régime pendant des années. Vous ne pouviez pas progresser dans votre métier si vous ne faisiez pas vraiment une totale allégeance au régime et au parti basse, le parti au pouvoir. Et donc vous avez toute une partie du corps médical qui a été instrumentalisée par le régime. Et on se retrouvait avec des gens comme Ala Moussa, qui en fait torturaient les manifestants. Ou alors donnaient un mauvais médicament quand ils étaient appelés pour un détenu dans un centre de détention qui était malade. Et c'est le cas d'une des victimes. En fait, son frère était épileptique et on lui a donné un médicament qui a en fait amplifié son épilepsie et il en est mort. Et il n'a pas été soigné correctement par Ala Moussa. Et évidemment, le rôle des médecins, on ne peut pas ne pas penser au rôle des médecins nazis, même si eux n'ont pas, enfin pour l'instant on n'a pas d'exemple d'expérience menée sur des manifestants ou sur des opposants, mais on sait qu'une partie du corps médical a été instrumentalisée par le régime, et vous avez une jeune chercheuse qui s'appelle Ansar Shahoud, qui est un pseudonyme et qui a fait un travail absolument, elle est syrienne, incroyable, elle a fait une thèse sur le corps médical justement, et elle s'est fait passer pour une alaouite qui soutenait le régime, et elle a réussi à rentrer en contact avec des médecins qui lui ont raconté les tortures qu'ils faisaient. C'est-à-dire qu'elle a fait une thèse absolument dingue, quoi, très très intéressante, où elle explique tout ça, quoi. Et ce procès donc d'Ala Moussa est très important parce qu'on va pouvoir comprendre le rôle du corps médical. Vous avez d'autres procédures judiciaires, je ne sais plus combien il y en a, je pense au moins une quinzaine en Europe, donc des procédures judiciaires pour torture, mais vous avez aussi des plaintes déposées en France contre les attaques menées à l'arme chimique, notamment celle de la Ruta en août 2013. Ça, c'est une plainte qui a été déposée par différentes associations. Et ce que je trouve vraiment très très intéressant, c'est qu'en fait, c'est comme si on avait un puzzle en fait. Chaque procès va vous apporter une partie de la compréhension de ce système. Vous avez celui de Koblenz sur les services de renseignement et les centres de détention, celui de Francfort sur l'institution médicale. En France, si ce procès devrait se mener contre les armes chimiques. Vous allez avoir aussi un autre procès, parce que ce que je ne vous ai pas dit sur la France, c'est vrai, quand j'ai parlé de la compétence universelle, en France, on a une compétence universelle aménagée. En fait, on a ce qu'on appelle des verrous. C'est-à-dire que, en fait, vous ne pouvez pas juger n'importe qui pour un crime commis à l'étranger contre une personne qui n'est pas française. En France, vous avez des verrous. J'ai noté, parce que je n'arrive jamais à m'en souvenir, pour les crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, le suspect doit avoir sa résidence principale en France. Ce qui est déjà limite. Pour les crimes de torture et de disparition forcée, si la personne est en France, vous pouvez avoir un procès. Voilà. Ça, c'est si la victime n'est pas française. Évidemment, si la victime est française, là, vous pouvez porter plainte. Et il y aura, je ne sais pas quand, parce que c'est en cours le dossier va être déposé, enfin comment je peux dire, il y aura un procès dans 1 an, 2 ans, 3 ans pour la torture et la disparition forcée de 2 franco-syriens, Mazen et Patrick Dabag, qui étaient deux Français, en fait. Mazen Dabag, on en a un peu parlé en France, mais très très peu. Mazen Dabag était surveillant au lycée français de Damas pendant 15 ans. Son fils était étudiant et ils ont été arrêtés par les services de renseignement de l'armée de l'air en novembre 2013. Arrestation arbitraire, et ils ont disparu. Et le frère de Mazen, et donc l'oncle de Patrick, franco-syrien également, vit en France depuis au moins 30 ans.
Et il a porté plainte pour disparition forcée et pour torture. Et il a cherché son frère pendant des années. La France n'a pas levé le petit doigt, alors que ce sont des Français. Et il a porté plainte à l'automne 2016. Et la juge d'instruction a émis des mandats d'arrêt j'ai un trou, 2017 ou 2018, je me souviens plus. En septembre ou octobre 2017 ou 2018, il y a un trou. 3 mandats d'arrêt contre le numéro 2 du régime, le numéro 3 du régime et une autre personne. Donc ce sont des mandats d'arrêt contre Ali Mamlouk, Jamil Hassan et Abdel Salam Mahmoud. Ali Mamlouk, c'est le numéro 2 du régime, qui est patron du Bureau de la Sécurité nationale, qui est un office extrêmement important dans le fonctionnement du régime. Jamil Hassan, qui à l'époque était le patron des services de renseignement de l'armée de l'air, qui ont arrêté Patrick et Mazen. Et Abdel Salam Mahmoud, qui était le patron du service des investigations, qui est vraiment le service qui a un service d'investigation au sein des services de renseignement de l'armée de l'air, qui a arrêté Patrick et Mazen. Donc Obeida Dabag a porté plainte, a cherché, a demandé à être reçu par François Hollande, puis par Emmanuel Macron, ce qu'ils n'ont jamais fait. Et en novembre 2017, il a appris que Mazen et Patrick, à l'été 2018, pardon, il a appris que Mazen et Patrick étaient décédés, que Patrick était décédé quelques semaines après son arrestation et que son frère Mazen avait vécu jusqu'en novembre 2017. Et donc pendant 4 ans, il a cherché son frère et la France n'a rien fait. Et on n'a pas sauvé Mazen qui était détenu au sein des services de renseignement de l'armée de l'air en Syrie alors que c'est un Français. Et puis Emmanuel Macron nous a expliqué que Assad était l'ennemi de son peuple et que nous, notre ennemi, c'était Daesh. Sauf que parmi ce peuple, il y a un Français qui était en centre de détention et qu'on n'a rien fait pour lui, quoi. Et donc la procédure va aller jusqu'à son terme et il y aura un procès par contumace. Quand, c'est compliqué à dire parce qu'en fait la priorité va au procès où on a un accusé physiquement présent. Là, évidemment, ce sera un procès par contumace, parce que ces 3 personnes ne vont évidemment pas sortir de Syrie et ne vont pas venir en France, même en transit. Mais il y aura un procès par contumace dans 1 an, 2 ans, pardon, pas l'année prochaine, mais peut-être 2 ans, 3 ans. Et ce sera extrêmement important. Et là, ce sera un procès sur la torture et sur la disparition forcée aussi. Voilà ce que je voulais vous raconter.